Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Carla Simon. Je suis chef de section au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais animer cette séance sur les études au cycle supérieur. Je suis accompagnée de Daniel Lévesque, directeur et vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales de l'UDM. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Daniel va vous faire un mot de bienvenue tantôt, mais après les mots de bienvenue de Daniel, elle va vous montrer une petite vidéo de l'UDM qui vous présente l'Université de Montréal. Si vous êtes déjà étudiant de l'UDM, je vous invite quand même à l'écouter parce que vous savez, l'UDM est tellement une grande université, il y a certainement des choses que vous ne savez pas encore. Donc, je vous demande aussi d'écouter cette vidéo. Ensuite, on va avoir une période des questions. Nous allons poser plusieurs questions à Daniel et vous aussi, vous avez l'occasion de poser toutes vos questions sur les clavardages. Nous avons une équipe qui va vous répondre aux questions d'admission, des bourses, financement, etc. Avant les mots de Daniel, on aimerait aussi lancer un petit sondage sur les chats pour comprendre un peu plus vos préoccupations en lien avec les cycles supérieurs. Pendant que vous répondez, je passe la parole à Daniel. Merci, Carla. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai préparé un petit mot que je vais essayer de pas trop sortir du texte pour être sûr que je dis ce que je veux, tout ce que je veux dire. Vous êtes ici aujourd'hui vraiment parce que vous voulez poursuivre vos études, vous voulez aller plus loin dans votre formation, vous voulez élargir vos compétences, vos possibilités, votre capacité d'agir sur le monde. Et c'est exactement ça que vous allez trouver à l'Université de Montréal, c'est-à-dire des programmes qui sont vraiment à la mesure de vos attentes, avec un écosystème dynamique relié à des hôpitaux universitaires, des instituts, des centres de recherche, des pôles d'innovation de premier plan. C'est aussi, vous allez vous allez pas seulement vous contenter d'observer la recherche, vous allez y participer pleinement donc dans les programmes aux études supérieures. Vous allez devenir de véritables partenaires au développement des connaissances et à l'avancement des sciences qui se font à l'Université de Montréal et avec leurs partenaires. Donc, vous allez publier, vous allez innover, vous allez développer vos compétences dans les domaines qui vous intéressent. Donc, à l'Université de Montréal, il y a une vaste expertise de compétences. Donc, ça va de l'intelligence artificielle, la santé, les sciences de la vie, les sciences humaines, sociales, les sciences pures, appliquées, le droit, l'éducation, la technologie de l'information, l'environnement durable, et j'en passe, je les nomme pas toutes. Il y en a vraiment beaucoup. Vous allez travailler sur des enjeux qui touchent la vie quotidienne, la santé mentale, physique, la vie durable, les villes durables, l'adaptation climatique, l'éthique du numérique. Donc, les transformations technologiques, ce sont tous des domaines qui sont traités là, dans les différentes unités de recherche à l'Université de Montréal. Vous allez collaborer entre disciplines aussi, donc c'est pas il n'y a pas seulement des approches disciplinaires, mais des approches aussi interdisciplinaires qui sont offertes. Vous allez voir que dans certains programmes, dans la plupart des programmes, en fait, il y a des impacts concrets des travaux dans la communauté, dans les organisations, dans les politiques publiques. Donc, vous allez avoir une influence sur le monde qui vous entoure. Donc, l'excellence en recherche, c'est bien, mais c'est pas seulement ça que vous allez trouver à l'Université de Montréal. Vous allez aussi trouver une façon de vous, de- vous allez être prêt et vous allez vous développer pour un monde en évolution rapide, hein. Les choses changent rapidement, donc il faut pouvoir s'adapter à ces changements-là. Ouais. Donc, vous allez développer des compétences aussi essentielles. Donc, vous n'allez pas seulement acquérir des connaissances, mais aussi des compétences en leadership, en communication, en collaboration, en gestion de projet. Ça va vous permettre donc de réussir tant sur le plan académique que par la suite dans votre carrière dans le milieu industriel, secteur public, santé, milieu communautaire, selon les projets dans lesquels vous allez euh, euh, vous développer. Donc, plusieurs programmes aussi offrent des stages, qui vous permettent de créer des liens avec le milieu, avec le terrain, qui sont ancrés dans l'environnement concret. Tout au long de votre parcours, vous allez être accompagné aussi de l'équipe des ESP, donc des études supérieures et postdoctorales,
On a une clinique des bourses qui aide à vous aider à faire des demandes de financement, des demandes de bourse. Nous avons aussi une équipe de gestion académique et un groupe à l'international qui permet de vous guider tout au long de votre cheminement à l'Université de Montréal. Il y a également les saisons des ESP qui offrent gratuitement des formations complètes sur le développement professionnel axées sur des compétences transversales que vous allez pouvoir transférer ensuite sur le marché du travail. Et toutes ces informations sont aussi disponibles sur notre site web, le site des ESP. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Et si vous souhaitez des études donc rigoureuses, porteuses de sens et véritablement transformatrices, des études qui vous préparent à avoir un impact ici et ailleurs, l'Université de Montréal est là et prête pour vous accueillir. Super, merci. Fait qu'avant de lancer la vidéo, je voulais juste vous partager les résultats du sondage. Merci beaucoup d'avoir répondu au sondage. Donc, on voit qu'il a quand même, c'est un peu partagé. Il y a beaucoup de monde qui veut le savoir. Un peu plus sur comment trouver un directeur, une directrice de recherche, choisir les programmes qui me conviennent le mieux aussi et avoir du financement des bourses. Tout ça, on va s'assurer de découvrir tout au long du webinaire. Donc, maintenant, c'est la vidéo. L'université, on y vit, voire même plus qu'on y étudie. Un campus vivant, des gens à rencontrer, des endroits où s'installer, créer, penser, respirer. C'est aussi ça la vie universitaire. Rapidement, vous allez voir, ça devient votre monde. L'Université de Montréal, c'est l'une des universités les plus influentes du monde francophone. Oui, pour la recherche, mais pas seulement. On se démarque aussi dans les palmarès internationaux pour la diversité des talents étudiants qu'on accueille ici chaque année. Des étudiants passionnés, engagés, curieux. Notre communauté étudiante, c'est plus de 70 000 personnes, dont 10 000 viennent de l'international. On dit souvent qu'à l'UDM, on fait le tour du monde sans quitter le campus. Et c'est pas exagéré parce qu'honnêtement, on se promène ici et on croise des gens qui viennent de plus de 130 pays. Côté programme, c'est pas le choix qui manque. On offre plus de 600 programmes d'études allant de droit à astrophysique en passant par communication, sciences biomédicales, littérature, enseignement. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a 250 programmes au premier cycle et 350 programmes au cycle supérieur, englobant les études de deuxième et troisième cycle, ce qui inclut notamment les maîtrises et les doctorats. L'Université de Montréal, c'est bien plus qu'un lieu d'études, c'est un milieu de vie. Le campus principal, qu'on appelle aussi le campus de la montagne, est niché à flanc du Mont-Royal, dans l'un des quartiers les plus multiculturels de Montréal, elle-même élue métropole étudiante par excellence en Amérique du Nord. Dans le quartier Côte-des-Neiges, toutes les commodités sont super proches. Supermarché, pharmacie, resto, café. On a vraiment le meilleur des deux mondes. Un pied en ville, un pied dans la nature, à 2 pas du centre-ville avec toute la frénésie du centre-ville, mais aussi avec toute la nature qui nous entoure. Reste que ce soit à pied, à vélo, en bus ou en métro, le campus est super bien desservi. Et que dire des passages souterrains qui vont vous sauver la vie plus d'une fois lors des jours de tempête de neige. Ça vous permet de vous promener d'un pavillon à l'autre, mais en restant sous la terre sans être affecté par la neige. Et aussi, le campus principal est loin d'être seul. L'Université de Montréal a aussi d'autres campus comme celui à Laval, Brossard, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Rimouski, Lanaudière et plein d'autres campus satellites. On dit que l'Université de Montréal, c'est une ville dans la ville. Eh bien, justement, la rumeur dit vrai. Juste sur le campus principal, on compte près de 40 bâtiments. Et détrompez-vous, ils n'abritent pas juste des salles de classe. C'est aussi des cliniques de santé, une radio étudiante, une salle de concert, une salle d'exposition et une dizaine de bibliothèques, chacune avec sa personnalité. Poste de travail actif, zone de détente, ouverture 24/7 lors des fins de session, studio d'enregistrement de balado, imprimante 3D et plus de 5 millions de titres en circulation. Le campus est vert dans tous les sens du terme. On a même notre propre serre où on cultive des produits qui nous servent à fabriquer des choses ici même sur le campus. Gingembre pour de la kombucha, savon à la lavande, du houblon pour brasser notre propre bière, miel, sauce piquante, infusion à la menthe. Bref, vraiment ici sur le campus, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme et même tout se consomme. L'environnement et l'Université de Montréal, c'est aussi une question de biodiversité. C'est vraiment devenu un rite de passage à la sortie d'un cours ou lors d'une balade sur le campus de croiser un lapin, un renard, une marmotte ou encore un des faucons qui a élu domicile dans l'iconique tour Roger Gaudry. Côté sport, direction le CEPSUM, le Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal. Que vous soyez athlète d'élite,
Partisans assumés ou bien sportifs du dimanche, un match des Carabins s'est presque rendu un passage obligé pour être officiellement membre de la grande famille UDM. À l'UDM, vos études ne sont pas forcément toutes taillées d'avance. Vous avez une foule d'options pour vous bâtir un parcours à votre image. Le calendrier universitaire est organisé à mi-parcours. Chaque session comprend une semaine d'activité libre, qui est aussi appelée semaine de lecture par certains et semaine de relâche par d'autres. Et cette semaine d'activité libre, justement, vous aide à reprendre votre souffle ou simplement étudier pour vos examens à venir. Il faut comprendre que le système universitaire se base sur un système de crédits. Règle générale, un cours correspond à 3 crédits. Une fois que vous aurez complété tous les crédits nécessaires à l'atteinte de votre diplôme, eh bien, vous recevrez votre diplôme, qui d'ailleurs sera reconnu par tous les meilleurs employeurs aux 4 coins du monde. Comment s'applique concrètement ce système de crédits aux études? Les études universitaires sont gradées en 3 cycles. Au premier cycle, il existe normalement, les baccalauréats, normalement de 90 crédits et d'une durée de 3 ans, mais également des programmes courts comme les mineurs, les certificats et les majeurs, à partir desquels vous pouvez construire un parcours à votre image. On va souvent voir des étudiants qui souhaitent explorer plusieurs domaines, qui vont effectuer successivement, par exemple, 3 certificats ou encore une mineure et une majeure pour cumuler 90 crédits et obtenir ce qu'on appelle un baccalauréat par cumul. Au cycle supérieur, il existe, les maîtrises et les doctorats qui durent respectivement 2 et 5 ans, mais également des programmes courts comme le microprogramme, le diplôme d'études supérieures spécialisées, aussi appelé DESS, et le diplôme d'études professionnelles approfondies, DEPA, pour acquérir la base d'une spécialisation, tester ses affinités avec une discipline ou parfaire ses compétences. En gros, vos études peuvent évoluer selon votre rythme et vos objectifs et s'emboîter selon votre réalité. C'est pour ça qu'on dit qu'il existe autant de parcours qu'il existe d'étudiants ici à l'UDM. Au cycle supérieur, il y a une part du cursus qui est associée à des activités théoriques en classe, comme des séminaires, et il y a aussi une part du cursus qui est associée à des activités d'intégration, comme la rédaction d'un mémoire de maîtrise, d'une thèse de doctorat ou la réalisation d'un stage en milieu de pratique. L'UDM, c'est l'une des plus grandes universités de recherche au pays. On se démarque par notre dynamisme scientifique, par notre créativité, mais surtout par la diversité de nos domaines d'expertise et les interactions qu'on tisse entre les différents domaines dans l'une de nos 450 unités de recherche. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la recherche, c'est pas juste seulement pour les chercheurs en sarrau blanc dans des labos fermés. Que ce soit à propos du cerveau, de l'intelligence artificielle ou de la santé environnementale, la recherche à l'UDM, c'est vraiment un terrain fertile pour toutes les grandes idées et surtout pour tous les grands enjeux de société. Et le mieux dans tout ça, parce qu'à apprendre, ça passe aussi par le concret, plusieurs programmes offrent des possibilités de stages dont la majorité sont rémunérés. Les stages sont l'occasion parfaite de vous bâtir votre CV, de vous projeter dans votre futur milieu professionnel et qui sait, de vous décrocher un emploi avant la fin de vos études. Déposer une demande d'admission, croyez-moi, c'est moins compliqué qu'on le pense. Ça se divise en 7 étapes simples. De votre exploration jusqu'à vos études ici, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé. Ça veut dire quoi, accompagnement personnalisé? On se déplace près de chez vous, on organise des événements, des séances de questions-réponses, du clavardage, on vous envoie des outils pratiques et notre équipe ultra réactive vous donne des réponses claires et surtout un accompagnement humain à chaque étape. Retenez une chose, si vous avez une question, il y a quelqu'un pour y répondre, peu importe le moment. Pendant que votre dossier académique avance, il y a d'autres choses à penser aussi pour bien préparer votre arrivée. Là non plus, on vous laisse pas seul. Premier volet, ça concerne les ressources financières. Bonne nouvelle, on a un immense répertoire de bourses avec un système de filtre assez impressionnant où est-ce qu'il y en a vraiment pour tous les profils. Premier cycle, cycle supérieur, engagement, recherche, leadership. Il y en a qui s'obtiennent beaucoup plus facilement qu'on le pense et il y en a évidemment qui demandent un peu plus de préparation. En plus de ces bourses-là qui vous sont offertes, c'est également possible de travailler pendant ces études et c'est même plus courant qu'on le pense. La majorité des étudiants ici sur le campus combinent études et emploi. C'est possible de travailler à même le campus à titre d'auxiliaire d'enseignement ou d'auxiliaire de recherche, par exemple, ou de travailler à l'extérieur du campus, par exemple dans un café ou un commerce de détail. Deuxième volet, le logement. Nous avons des résidences sur le campus, mais nous avons également une foule de ressources pour vous aider à trouver un logement abordable, sécuritaire et adapté à vos besoins à l'extérieur du campus. Guide pratique, groupe Facebook, réseautage pour trouver une colocation, plateforme de recherche, bref, on vous équipe pour que vous sachiez par où commencer pour faire les bonnes recherches de logement. Peu importe d'où vous arrivez, votre histoire avec l'Université de Montréal ne fait que commencer. Tournez la page, ouvrez un nouveau chapitre et écrivons la suite ensemble.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une belle vidéo qui montre notre université. Maintenant, on va publier un autre court sondage sur les chats pour savoir un peu plus sur quel type de programme vous intéresse. Est-ce que c'est les maîtrises de recherche, les maîtrises professionnelles, les DESS, les diplômes d'études supérieures et spécialisées, ou le doctorat? Donc, en attendant vos réponses, je vais poser ma première question à Daniel. Daniel, c'est une question d'un million de dollars. Qu'est-ce qui différencie l'UDM au cycle supérieur des autres universités québécoises? Effectivement, c'est une question qui est assez vaste, mais ce que je pourrais dire, c'est que ce qui démarque l'université des autres universités, c'est que l'Université de Montréal est une université généraliste, mais pas dans le sens qu'il y a vraiment tous les domaines sont représentés à l'Université de Montréal. Donc, si vous, peu importe le domaine qui vous intéresse, vous allez le trouver à l'Université de Montréal. Il y a plus de 450 programmes au cycle supérieur, donc il y en a vraiment beaucoup. Et comme tu le mentionnais, c'est ça, il y a des il y a des micro-programmes de deuxième, troisième cycle, il y a des DESS de deuxième cycle, il y a des maîtrises et des doctorats de recherche aussi. Et l'autre aspect aussi, c'est que dans la plupart de ces domaines-là, les professeurs ont des projets de recherche et sont généralement reconnus de façon internationale, de façon mondiale, pour leur expertise dans ces domaines pointus-là. Plusieurs domaines, comme vous avez mentionné aussi au début, l'intelligence artificielle, la santé, les droits, l'environnement, le développement durable. Vraiment, on couvre un peu de tout. Donc, je vais regarder aussi les résultats du sondage. Vous nous avez répondu, merci beaucoup. Fait qu'on voit que ces maîtrises, vraiment, les gens sont plus intéressés ici par les maîtrises, maîtrise recherche et maîtrise professionnelle. Donc, c'est vraiment bien. Et je trouve aussi quelque chose d'important de préciser, c'est que des fois, les étudiants, ils pensent que la maîtrise des recherches, c'est forcément pour les gens qui veulent poursuivre au doctorat, mais c'est pas le cas, forcément. Et moi, je suis la preuve de ça. Moi, j'ai fait une maîtrise à l'UDM, une maîtrise des recherches, et justement, c'est cette maîtrise qui m'a préparée pour les marchés de l'emploi. Donc, je pense que ça, c'est important aussi, un mythe important à défaire. Donc, maintenant, ma deuxième question pour toi, Daniel. Est-ce que c'est long faire des études au cycle supérieur? Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour compléter les études? Ça dépend du programme de recherche rejo- auquel vous voulez rejoindre. Il y a des programmes des cycles supérieurs qui sont, on dit des programmes courts. Donc, par exemple, des micro-programmes qui font 15-18 crédits. Donc, ça peut se faire en un trimestre. Mhm. Donc, c'est des programmes généralement de cours où on acquiert des connaissances et des compétences spécialisées, si on veut, dans un domaine qu'on connaît déjà généralement, pour avoir un petit plus qui permet de nous démarquer de l'environnement de l'emploi. Mhm. Des programmes de DESS qui sont autour de 30 crédits. À ce Mhm. moment-là, ça, c'est plus sur un an, si on Ouais. veut. Aussi, c'est des doctorats, des diplômes spécialisés. Donc, comme le nom l'indique, c'est pour se spécialiser dans un domaine. Encore une fois, c'est souvent en lien avec les compétences de travail pour se spécialiser dans un domaine, pour aller chercher une surspécialisation après le bac, pour permettre de se différencier, encore une fois, d'avoir un plus par rapport aux gens qui arrêtent au bac. Mhm. Et les maîtrises, c'est 2 ans généralement, Mhm. donc maîtrise de professionnelle ou de recherche. Et les doctorats, ben là, les doctorats, c'est plus d'investissement, là, c'est autour de 4-5 ans. Mhm. Donc, il faut être prêt à s'investir pendant un certain temps là, pour faire un doctorat. Mhm. Mhm. Et justement, est-ce que, bon, j'ai déjà parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur les faits que les études, tu sais, c'est aussi en mythe, mais les études de deuxième et troisième cycle les amènent forcément à une carrière vers l'enseignement? Mhm. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Effectivement, donc, effectivement, les maîtrises, si on commence par les maîtrises, effectivement, les maîtrises, les maîtrises de recherche et initiation à la recherche, Mhm. mais très souvent, dans les maîtrises, il y a aussi des composantes où vous pouvez aller sur le terrain, comme Mhm. j'ai parlé dans l'introduction, des stages, Mhm. et donc ça permet de voir un peu qu'est-ce qui se fait, sonder un peu le marché du travail, le milieu du travail,
Effectivement, et comme je le mentionnais aussi dans l'introduction, euh, oui, à la maîtrise et au doctorat, vous développez, vous acquérez des connaissances, parfois très pointues, mais vous développez aussi en même temps que vous faites votre projet de recherche à la maîtrise ou au doc, vous développez des compétences, Mhm. le leadership, la communication, la pensée critique, Oui. et tout ça, Mhm. ça a une valeur, ça sert après Exactement. dans un emploi, peu importe l'emploi d'ailleurs, c'est pas seulement un emploi à l'université, c'est que les employeurs recherchent des gens autonomes, recherchent des gens qui sont capables de communiquer, recherchent des gens qui sont capables de penser par eux-mêmes. Mhm. C'est toutes des compétences que vous développez en faisant votre projet de recherche. Ouais. Il y a beaucoup de projets se font avec des équipes de recherche. Donc, vous êtes dans une équipe de recherche, donc vous avez des projets en collaboration avec d'autres partenaires. Parfois, c'est à l'international Ouais. même. Et donc, ça permet de développer aussi l'environnement autour pour préparer pour le marché de l'emploi. Mhm, mhm. Et je trouve aussi quelque chose qui est très riche dans les classes ici, c'est la diversité. La diversité des profs, la diversité des étudiants. Plein d'étudiants d'ici aussi qui ont fait les études, qui ont des parcours un peu atypiques, disons, ou qui viennent d'ailleurs, en tout cas. Donc, ça aussi, ça enrichit beaucoup les discussions. Et je trouve que c'est ça qui, ça ressort à la fin aussi et qu'on peut ensuite transposer en compétences aussi sur les marchés de travail. Par rapport justement à la direction de recherche. Je sais que tu es prof aussi, donc tu vis ça à tous les jours. Mais juste avant qu'on parle des démarches, comment on fait ça, communiquer avec un prof pour qu'il devienne notre directeur, est-ce qu'il faut absolument avoir un directeur, une directrice des recherches avant de faire sa demande d'admission? Ça dépend des programmes. Il y a certains programmes de maîtrise, surtout à la maîtrise où on peut, où c'est possible parfois de pas avoir de directeur à l'admission, mais après ça, une fois admis, là, il y a un petit travail qui se Mhm, fait et puis il faut éventuellement avoir un directeur, mais c'est pas nécessaire pour l'admission. C'est surtout des programmes dans la faculté des arts et des sciences où donc les étudiants peuvent arriver un peu avec leur idée et mhm, puis, si un prof trouve ça intéressant, ben ça peut, à ce moment-là, il peut y avoir un match et puis mhm, permettre donc à l'étudiant de- d'arriver dans le programme, faire quelques cours, on peut voir un peu où sont ses intérêts et à partir de là, identifier un professeur pour poursuivre le mhm, projet de recherche. Dans d'autres programmes, je pense entre autres les programmes de santé, les programmes sciences pures et génie, où la recherche est souvent subventionnée. Les profs ont des subventions de recherche, ont des projets de recherche déjà définis. Donc, ces profs-là vont accueillir des étudiants pour participer à ces projets de recherche-là. mhm. Et donc, et dans ces programmes-là, généralement, on demande que l'étudiant ait identifié un directeur d'arriver dans le programme. Mhm. Et toutes ces informations sont sur les fiches programmes. Donc, vous allez voir directement si pour les programmes que vous voulez postuler, s'il y a besoin d'avoir les directeurs avant ou après. Pour les programmes de doctorat, dans la plupart des cas, il faut avoir Un directeur. vérifié avant. Oui, et justement, moi, je suis diplômée de la maîtrise en études internationales de l'UDM. Moi, j'avais choisi l'option recherche. On m'avait donné jusqu'à 2 sessions pour trouver Mhm. ma directrice de recherche. Donc, j'ai eu l'occasion d'avoir des cours avec plusieurs professeurs et j'ai eu un bon match, disons, avec ma directrice. Elle a beaucoup aimé mon sujet, fait que ça se fait assez, pas facilement, mais je dirais que c'est pas très compliqué non plus pour la maîtrise. Est-ce que toi, Daniel, tu as comme un conseil? Vu que tu es aussi prof. Oui, effectivement. Donc, je suis professeur et chercheur à la faculté de pharmacie à l'Université de Montréal. Et puis, bien sûr, ça fait plusieurs années. Mhm, En fait, ce que je pourrais donner comme conseil aux étudiants là, qui voudraient faire une maîtrise ou un doctorat de recherche et qui ont besoin d'identifier un superviseur ou une superviseure, je vous dirais que la communication, c'est vraiment une bonne communication, c'est la clé. C'est-à-dire que quand vous communiquez avec un professeur, chercheur pour lui faire part de votre intérêt, à joindre son équipe de recherche, il faut vous assurer que vous ayez fait vos recherches avant. mhm, C'est-à-dire que
que ça transparaisse dans votre communication, soit par téléphone, par Zoom ou par courriel. Il faut il faut que vous connaissiez un peu déjà ce que fait le professeur et que vous vous assurez que, euh, et c'est ça que vous voulez faire. Tu sais. Parce que souvent, les étudiants vont écrire à plusieurs professeurs et les messages sont un peu impersonnels et donc on sent pas que c'est ça que l'étudiant, on sent pas qu'il veut ou l'étudiante on sent pas que ça c'est son intérêt premier de faire ça parce que Oui. comme je le mentionnais, surtout pour le doctorat, c'est un investissement c'est long, le Mhm. doctorat, c'est 4 à 5 ans. Ouais. Donc, il faut vraiment être, être persuadé que c'est ça qu'on veut faire Mhm. pour quelques années, là. Donc, c'est important de faire ses recherches avant, que ça transparaisse dans les courriels de communication, dans les Mhm. communications avec le prof. Et donc, surtout, éviter là, des courriels génériques qui s'adressent à tout le monde. Ouais, ouais, ça c'est un bon conseil, merci. Par rapport aux bourses, justement, on se demande où est-ce qu'on trouve, où est-ce que les étudiants peuvent trouver l'information par rapport à ça? Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur notre site, Mhm. le site des ESP, le site web. Effectivement, donc il y a toutes les bourses. Il y a plusieurs catégories de bourses. Il y a des bourses qui sont offertes par les départements dans certains programmes. Il y a des bourses qui sont offertes aussi par la philanthropie. Donc tout ça, c'est indiqué sur le site des ESP. Il y a aussi des organismes subventionnaires au Québec et au Canada qui Mhm. offrent des bourses pour des études de maîtrise ou de doctorat. C'est les programmes de recherche hein, ces bourses sont destinées seulement aux programmes de recherche. C'est donc, et puis c'est des bourses qui- pour lesquelles vous pouvez appliquer la maîtrise au doctorat. Et tous les domaines sont représentés. Donc, il y a trois grands organismes au Canada, par exemple, donc Mhm. les IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada, donc qui financent des projets en santé. Il y a le CRSNG, le Conseil de recherche national en sciences naturelles et en génie, qui finance des projets plus sciences pures et appliquées, euh, informatique, Mhm. chimie, mathématiques, par exemple. Et il y a les CRSH, donc le Conseil de recherche en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, qui finance les projets de sciences humaines et sociales. Donc, Mhm. il y a, il y a une possibilité d'avoir des bourses dans tous les domaines de recherche qui existent. Ouais, c'est ça. Il y a des grandes bourses, mais il y a aussi des plus petites. C'est Puis on ça. peut aussi, pendant le parcours, pendant la maîtrise, par exemple, on peut obtenir des bourses pour les meilleurs essais. Par exemple, pour fin de rédaction, il y a plein d'autres bourses aussi offertes par l'UDM. Il y a aussi les bourses d'exemption de frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Mhm. Fait que ça, c'est quelque chose aussi de super intéressant. Et là, on va vous envoyer tous les liens, toute l'info qu'on vous donne ici. On va vous envoyer un courriel par après avec l'enregistrement du webinaire, mais également avec tous les liens justement vers la page des bourses et toutes ces informations dont vous avez besoin. Euh, Oui. Peut-être on pourrait ajouter aussi qu'à l'Université de Montréal, on a on fonctionne avec ce qu'on appelle le financement intégré. C'est-à-dire Mhm. que, oui, il y a des bourses, tout ça, mais il y a aussi d'autres formes de financement qui peuvent être offertes aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Par exemple, des charges de cours, des surveillances d'examen, donc comme ils peuvent aussi être embauchés comme auxiliaires de recherche ou auxiliaires d'enseignement, qui permet donc de faire un petit travail en même temps qu'on fait son projet de recherche pour justement aider à financer les études. Donc, et ça peut s'ajouter, ça peut être complémentaire à des bourses qui sont offertes aussi. Mhm. Donc on appelle ça le financement intégré, donc qui inclut à la fois des bourses et un peu de travail. Le travail, OK, c'est super. Et finalement, je passe à ma dernière question avant de passer aux questions du public. Est-ce que c'est possible de faire des travaux, des recherches à l'international? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Bien sûr, ça dépend du projet. Ça dépend des projets. Il y a certains projets qui sont davantage ancrés dans ce qui se fait au Québec ou au Canada.
des programmes, par exemple, des recherches sur les interventions en milieu hospitalier, par exemple. Donc, nous, on a une façon de fonctionner qui est spécifique au Québec, au Canada, donc qui pourrait peut-être pas s'appliquer dans d'autres pays. Mais il y a plein d'autres projets où là, il y a la possibilité de faire des collaborations à l'international. D'ailleurs, nos professeurs, la grande majorité de nos professeurs ont des collaborateurs à l'international qui font en sorte que il y a des échanges qui se font régulièrement. Et puis, il y a des possibilités pour les étudiants dans leur projet de recherche d'aller visiter un professeur ou un laboratoire ou un institut dans un autre pays. C'est tout à fait envisageable. Il y a aussi, bien entendu, la participation à des congrès, à des meetings, qui se fait aussi souvent, ça peut être national, mais ça peut être aussi international. Donc, ça, on encourage beaucoup ça parce que c'est là où on fait connaître la science qui se fait au Québec et au Canada. Oui, et c'est des opportunités incroyables. Aussi, encore une fois, pendant ma maîtrise, j'ai eu la chance d'aller en Belgique suivre un cours et j'ai eu des bourses de l'UDM pour les faire. Donc, c'est vraiment, il y a plein de possibilités. On a des partenariats avec plusieurs universités partout dans le monde. Si vous voulez aller en Asie, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, vraiment partout, partout. Donc, on vous encourage fortement à aller de l'avant. Maintenant, quelques questions qui viennent quand même souvent sur les clavardages. Est-ce que tu peux parler un peu de la préparation nécessaire pour un étudiant dont la langue maternelle n'est pas le français? Fait qu'un étudiant anglophone, disons, qui étudie en anglais ici au Québec et qui veut venir faire des études de cycle supérieur à l'UDM. OK. Encore là, ça dépend des programmes. Il y a certains programmes où il y a très peu de cours, donc en fait, il n'y a pas vraiment d'exigences de langue qui sont demandées. Euh, Notamment des programmes, par exemple, que je connais bien en pharmacologie, il n'y a pas beaucoup de cours, donc ça peut être suivi avec un niveau de français vraiment minime. Mais bien sûr, on encourage tout le monde à participer à la société québécoise, donc à apprendre un peu le français, bien entendu. Mais sinon, il y a certains programmes où il y a des exigences de langue qui sont demandées. Donc là, il y a des cours qui sont offerts aux étudiants. Il y a des, il y a plusieurs aussi activités qui peuvent être mises en place par les équipes de recherche, par exemple, faire des activités en groupe avec du jumelage avec des étudiants francophones. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi un très bon accompagnement de l'UDM là-dessus. Fait qu'il y a des cours aussi de français que vous pouvez suivre à l'UDM. Nous avons aussi un cours en programme qui s'appelle les programmes intensifs de francisation universitaire, les PUFU. On va vous envoyer aussi les liens. Fait que c'est un programme des 4 mois qui vous aide aussi à améliorer vos compétences. Fait qu'il y a plein de possibilités aussi pour les étudiants non francophones. Quelles sont les chances d'obtenir du financement pour une maîtrise professionnelle? OK, bonne question. Mais c'est ça, comme ce que je parlais tout à l'heure, les organismes subventionnaires vont financer des maîtrises de recherche. Pour les maîtrises professionnelles, c'est plus le financement et comment dire, il est moins présent, mais généralement, les maîtrises professionnelles, ça vient avec un stage ou avec quelque chose qui se passe dans le milieu. Et donc, vous avez donc un lien direct et parfois, les stages sont rémunérés. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des disciplines. OK. OK, je comprends. Quelles sont les différences entre les deux ESS et la maîtrise? Ouais, le DSS est un programme court de 30 crédits maximum qui peut se faire donc, sur une année. Et ça permet donc d'aller se spécialiser dans un domaine précis. Mais ce que je pourrais rajouter, en fait, c'est ça. Si vous voulez, si vous n'êtes pas certain de vous investir sur 2 ans pour une maîtrise ou sur 4, 5 ans pour un doctorat, donc ce qui est possible de faire, c'est de faire un programme plus court, un microprogramme ou un DESS. Et il y a beaucoup de domaines où les microprogrammes, les DESS, on les appelle des programmes gigognes. C'est-à-dire que, les crédits que vous faites pendant ces programmes courts-là peuvent être transférés ensuite à la maîtrise ou au doctorat. Donc, ça vous permet donc
de faire une année, par exemple, de cours pour vous spécialiser, puis là, vous vous rendez compte que, ah, ben ça, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais poursuivre là-dedans à la maîtrise, bien, vous pouvez vous inscrire à la maîtrise et on va vous reconnaître une certaine quantité de crédits qui ont été faits pendant le DESS. Ça permet de réduire la durée des études et vous rentrez, parfois, c'est même tous les crédits du DESS qui sont reconnus. Et donc, vous arrivez à la maîtrise directement avec votre programme de recherche. Mhm. Super. Il y a une question ici, c'est pas, je ne sais pas dans quel programme les candidats il veut rentrer, mais il demande comment améliorer sa candidature. Qu'est-ce qui démarque un dossier par rapport à un autre? Ça aussi, c'est assez, c'est assez vaste, ça dépend des domaines. En sciences humaines et sciences sociales, c'est probablement pas du tout les mêmes compétences qu'on recherche ou les mêmes connaissances qu'on recherche que dans les domaines plus sciences de la santé ou sciences pures et génie. Euh, mais je vous dirais que déjà, il faut être curieux. Il faut être Mhm. curieux pour des programmes au cycle supérieur parce que il faut être avide d'aller chercher des nouvelles connaissances et puis d'essayer de comprendre les choses. Donc, ce qu'on cherche, moi, comme prof, comme chercheur, ce que je recherche dans un étudiant, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'avancer, de faire les choses, puis qui est prêt à s'investir dans ce qu'il veut faire. Donc, ici, dans la préparation de son dossier, il y a des choses qui permettent de démontrer ça. Ben, c'est une plus-value, là. C'est pas seulement les notes qui Mhm. comptent là, Mhm. pour entrer dans les programmes. Super. Ici, là, une question par rapport à l'admission et l'inscription. Je vais te répondre, mais toi, tu n'hésites pas à jump in, comme on dit. Fait que l'admission et l'inscription, c'est pas la même chose. Exactement. D'abord, vous êtes admis à l'Université de Montréal et ensuite, il y a l'étape d'inscription. Normalement, pour la majorité des programmes, ça se fait au mois d'avril, mois de mai. Euh, pour les programmes courts, les programmes DESS ou micro-programmes, vous pouvez, dans la majorité des cas, vous inscrire par vous-même. Donc, vous allez recevoir un courriel qui va vous dire l'inscription est ouverte, vous pouvez vous inscrire. Pour les programmes de maîtrise et des doctorats, normalement, c'est quelqu'un de la faculté qui vous inscrit. Donc, ce qu'on appelle TG2E, les techniciens gestion dossier étudiants, qui va vous inscrire. Ces personnes-là vont aussi communiquer avec vous par courriel pour vous inscrire. Par rapport à l'immigration, à quel moment, si la personne, elle veut savoir à quel moment elle fait les papiers d'immigration, etc. Donc, dès que vous avez votre premier avis d'admission, même si c'est une admission conditionnelle, vous pouvez déjà entamer les démarches d'immigration. On vous encourage fortement à les commencer le plus rapidement possible parce que dépendamment, pour certains pays, c'est vraiment très long. Donc, dès que vous avez votre premier avis d'admission, même si c'est conditionnel, entamez vos démarches. Ensuite, c'est plus tard l'inscription. Et pour les paiements des frais de scolarité, si vous commencez à l'automne, par exemple, normalement, vous avez un mois et demi pour faire les premiers paiements. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou c'est bon. Comment faire une équivalence des diplômes préalables? Oui, effectivement, il y a, bien entendu, l'Université de Montréal va reconnaître les diplômes équivalents qui viennent de partout dans le monde, là. Mhm, mhm, C'est les équipes d'admission qui vont se charger de ça. Vous pouvez aussi communiquer avec le ministère de l'Enseignement, je pense que c'est le MIFI, qui aussi va mhm, aussi donner son avis sur l'équivalence de certains diplômes. Mais vous pouvez donc transmettre votre relevé de notes et votre diplôme à l'unité pour laquelle vous voulez faire une demande d'admission, l'unité académique, et on va se charger de faire l'équivalence de votre diplôme avec les diplômes qui sont exigés dans le programme. mhm, mhm. Parfait. Et une question aussi qui revient assez souvent, c'est par rapport au programme d'origine. C'est que, disons, un étudiant qui fait un baccalauréat en biologie, est-ce que par la suite, il doit forcément aller dans une maîtrise en biologie ou il peut explorer d'autres voies? Mhm. Mhm. Oui, mais avec bien entendu, une certaine limite. Oui, oui. Donc, oui, tout à fait. Moi, par exemple, mon laboratoire, c'est un laboratoire de biologie moléculaire.
Et un de mes meilleurs étudiants, c'est un étudiant en psychologie. Mhm, Donc, mhm. Donc, c'est c'est possible. c'est possible de changer de domaine, mais il faut quand même que ça soit un peu connexe parce qu'en psycho, bien sûr, moi je travaille en neurosciences, donc en neuropharmacologie, mais donc on Mhm, travaille sur les mécanismes et les cibles thérapeutiques. Donc c'est de la biologie moléculaire, mais adapté pour le domaine des neurosciences. Et en psycho, c'est des gens qui sont bien formés en neurosciences, en fait. Même s'ils n'ont pas ils n'ont pas mis les mains dans le pétri ou dans le mhm. laboratoire, et ils ont des bonnes connaissances et ils réfléchissent bien, puis ça se passe bien. Ouais. Oui, notamment pour les étudiants, je dirais en sciences, il y a plusieurs programmes comme maîtrise en médecine vétérinaire, en maîtrise en sciences de la vision, en santé publique. Ce sont des programmes qui acceptent des étudiants qui viennent d'autres domaines. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Au niveau de sciences sociales également, un étudiant, par exemple, qui a fait un baccalauréat en communication peut après aller vers la maîtrise en sciences politiques, en études internationales. Fait que je pense qu'à l'UDM aussi, il y a beaucoup cette pluridisciplinarité qu'on appelle, cette possibilité. C'est sûr, il faut voir les préalables et tout ça, mais normalement, ces informations se trouvent sur les fiches programmes. Euh, nous avons une autre question par rapport, qu'est-ce qui arrive si l'étudiant, il n'obtient pas son permis d'études avant le début des cours? Est-ce qu'on peut suivre les cours en visio? Comment ça se passe? Malheureusement, Non. non, on peut pas, non. Effectivement, faut être en présentiel. Ben, de toute façon, les cours, généralement, sont pas adaptés pour être diffusés. Il n'y a pas de caméra nécessairement dans toutes les... il y en a pas mal dans toutes les salles de classe, mais les cours ne sont pas prévus pour ça. Donc, et puis, Mhm. c'est ça. Malheureusement, il faut avoir ces documents d'immigration euh, en règle Ouais. avant de commencer le programme. Mhm, mhm. Si jamais vous n'avez pas encore les papiers qui vous comptez vous déplacer, vous pouvez aussi envisager la possibilité de reporter les débuts de votre session. Mm. Donc, disons, vous n'avez pas votre papier pour début septembre, vous écrivez aux études supérieures postdoctorales pour voir la possibilité de reporter pour commencer en hiver, par exemple. Exactement. Et vous n'avez pas besoin de refaire une demande d'admission. Mhm, On fait juste mhm. reporter votre admission d'un trimestre. Ouais, exactement. Je pense il ne reste pas beaucoup de questions encore. Est-ce que tu as des commentaires ou des Ouais. choses qu'on a Ben, oubliées? peut-être un point qu'on n'a pas abordé encore, c'est au niveau des programmes interdisciplinaires. Donc, je veux simplement mentionner aussi qu'il y a des programmes de plus en plus à l'Université de Montréal. On encourage les programmes où les disciplines se parlent, et donc c'est possible maintenant de faire dans certains programmes des études qui qui couvrent plus qu'une seule discipline. Mhm, Et qui permettent donc d'avoir une vision plus large, plus générale de l'environnement. mhm. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, les disciplines, par exemple, comme l'intelligence artificielle et l'éthique, santé publique et informatique, Ouais, qui peuvent se mélanger ensemble. Donc, ça, c'est intéressant. mhm. Merci beaucoup. On va lancer maintenant un dernier sondage sur les chats pour savoir si ce webinaire a été utile pour vous. Et on vous invite aussi dans les courriels quand on va vous envoyer des suivis, il va y avoir un lien vers une page où on peut voir plein de webinaires facultaires. Donc, c'est vraiment votre opportunité d'aller chercher un peu plus de contenus facultaires. Donc, on a mentionné tantôt santé publique, maîtrise sciences de la vision, médecine vétérinaire, il y a aussi sciences de l'éducation, plein de facultés qui font des webinaires cette semaine pour leur parler un peu de leur programme de maîtrise de doctorat. Donc, on vous encourage fortement à y participer. Et merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce webinaire avec nous. Merci, Daniel. Un plaisir. Mhm.